comment ça va? Bonjour Pierre, merci d'être là. Comment ça s'est passé cette nuit? Moi j'étais de garde, un petit entrant à 3 heures du matin qui permet de faire son métier, de rendre service. Voilà. Et d'être anesthésiste réanimateur de garde en période de Covid, Là tout c'est de plus suite à Marseille, compliqué, en fait, ouais. en termes d'épidémiologie Covid, on est assez stable en fait depuis la deuxième épidémie. Il n'y a pas une grande remontée du nombre de patients. Et moi je suis dans une réanimation de deuxième ligne. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que pour le moment, en fait, on n'a plus qu'un patient qui est anciennement Covid et qui est là depuis déjà plus d'un mois et demi. Et qui a été très grave, qui met du temps à s'en remettre, qui va s'en remettre probablement, enfin je le souhaite et on fait tout pour. Euh, mais on n'a pas eu de nouveaux patients. Au sein de la Timone, qui est l'hôpital qui est juste à côté, qui est en première ligne, il commence à y avoir des nouveaux patients, mais pour le moment, c'est pas, il y a pas, on n'est pas submergé ni rien. Donc, moi, je suis très reconnaissant à l'hôpital. Je sais que je suis sur une ligne rouge en permanence vis-à-vis de l'hôpital, vis-à-vis de l'ordre des médecins. Donc, il faut que je fasse la flatterie qui va bien pour pouvoir continuer à parler. Mais je le pense vraiment, c'est-à-dire que à la fois l'ARS, à la fois l'hôpital, à la fois les soignants font vraiment tout ce qu'ils peuvent. Sauf qu'on arrive à un moment où il y a une sorte de burn-out, quoi, où les gens en ont marre là. Ils en ont simplement marre. En fait, ils ont envie de parler d'autre chose que du Covid. Et ça conduit à des choses un peu étonnantes. C'est-à-dire que tu peux avoir des chaises de service qui, en fait, perdent les pédales, en fait. En pas de nerfs, là. Passent à la radio et disent ah, c'est une catastrophe, le variant anglais, etc. Ils sont en train de trembler de tous leurs membres, alors que pour le moment, il se passe rien. Si tu veux, c'est de la projection sur le futur. Et surtout, tout est prêt, en fait. On a le matériel, on a les équipes. Mais c'est vrai que l'hôpital est très maltraité depuis bien des années, depuis plus de 15 ans en fait. On a enlevé 96 000 lits en 15 ans d'hospitalisation dans une idéologie néolibérale mondialiste où il s'agissait de détruire l'hôpital public. Euh, et puis pour les réanimations, c'est pareil, on a diminué les dotations progressivement en matériel, en personnel, on a diminué le nombre de lits. C'est pas vrai ces 2 dernières années, on a été resté à nombre de lits stables, mais ça fait que le système est en tension de manière chronique en fait. Il est en tension de manière chronique aussi parce que on est dans une logique de rentabilité systématique. Il s'agit de faire une industrie de production et de consommation de biens et services de soins. Et une industrie rentable, évaluée, en flux tendu. Et donc les réanimations sont toujours pleines en fait en hiver. Et si ma réanimation n'est pas pleine, en fait on va m'expliquer qu'on va m'enlever des infirmiers. Donc il faut qu'elle soit pleine. Quitte à prendre des gens qui sont trop graves, quitte à prendre des gens qui sont pas assez graves, quitte à garder un peu plus longtemps des gens qui auraient pu sortir plus vite. Le tout, c'est qu'elle soit pleine. Euh, et donc on arrive à une sorte d'extraordinaire banalité du mal, c'est-à-dire les gens qui sont aux manettes veulent juste que les trains arrivent à l'heure, comme dans l'histoire de Hannah Arendt, Eichmann à Jérusalem. L'histoire de Eichmann, c'est un dignitaire nazi qui est en charge de la logistique des trains, et il s'en va en Argentine après la guerre, il s'enfuit, comme beaucoup de nazis, et il est rapté par Tsahal dans les années 60 pour faire un procès retentissant à Jérusalem et montrer que le nazisme, c'est le mal. Et donc il y a un procès qui se fait à Jérusalem avec les caméras, avec les médias, avec les journalistes, et en pleine lumière. Et plus les juges interrogent Eichmann, plus au fur et à mesure des interrogatoires, ils se rendent compte qu'il n'est pas vraiment méchant en fait. C'est juste un pauvre type, juste un abruti quoi. Et il le dit lui-même. Moi j'étais en charge des trains, je voulais juste que les trains arrivent à l'heure. Et il ne regarde pas où vont les trains. Et Hannah Arendt, elle a cette phrase qui est comme une déflagration dans l'histoire de la philosophie morale. Elle parle de l'extraordinaire banalité du mal. Aujourd'hui, on a des directeurs d'ARS, on a des directeurs d'hôpitaux, on a des chefs de service qui sont dans l'extraordinaire banalité du mal. Ils veulent juste que les trains arrivent à l'heure. Et ils ne sont pas en train de regarder où est-ce qu'on va. Pourquoi je parle de ça, et ça fait un peu dériver par rapport à la réanimation, c'est qu'aujourd'hui, tu as des formulaires de consentement éclairé et d'information préalable à la vaccination, on va dire à l'injection d'ARN, qu'on appelle vaccination, qui est quelque chose de très nouveau. Ces formulaires disent des choses qui sont fausses, des fake news, simplement. Euh, Ils disent que ça diminue les formes graves. C'est pas vrai. L'essai de phase 3 à l'Agence européenne du médicament, ils montrent pas ça. Ils montrent pas que ça diminue les formes graves. Ils montrent pas que ça diminue la mortalité. Ils montrent pas que ça diminue le passage en réanimation. Et pourtant, c'est marqué dans les formulaires donnés aux familles et aux patients en EHPAD, etc. Et c'est marqué aussi dans ce que nous envoie l'ordre des médecins. Et donc, on a tout plein de gens qui, par une espèce de dogmatisme pro-vaccinal, et par peur, en fait, par peur et précipitation, mettent en place des mensonges, mettent en place une C'est extraordinaire fou banalité ça. du mal. C'est dans ces documents-là. Ouais, ces documents-là, ils sont accessibles, ils nous sont envoyés tous les jours. On reçoit environ 3 ou 4 mails tous les jours par l'ordre des médecins, l'agence régionale de santé, toutes les instances dirigeantes nous expliquent que les médecins doivent être vaccinés et vaccinés, que c'est un devoir
moral, qu'on peut être inquiété si on ne le fait pas, etc. Il y a une pression qui est très très importante. Finalement, en réanimation, c'est pareil. Tu as des gens aujourd'hui qui prennent des patients et qui ne regardent pas l'ensemble de la big picture, quoi, de qu'est-ce qui se passe. Et donc, ils vont se concentrer sur leur petit domaine de compétences, qui est d'essayer d'optimiser la réanimation. Et ils le font souvent très bien, hein. Je veux dire, j'ai pas de critique là-dessus du tout. Au contraire, je suis plutôt admiratif de ce qui est fait. Mais ils vont pas réussir à voir que finalement, pour traiter le Covid, il vaudrait mieux se mettre en amont que les gens qui arrivent en réa. Ouais, on peut essayer d'améliorer la réanimation, mais il vaudrait mieux améliorer ce qui se passe en amont, c'est-à-dire détecter les gens correctement, les diagnostiquer, une fois qu'ils sont symptomatiques et qu'ils sont avec un test positif, et ben leur donner un traitement. On a des traitements qui peuvent être utiles. On peut détecter ceux qui sont à risque de faire des formes graves, on les connaît, ces hypertendus, diabétiques, obèses, les immunodéprimés, ceux qui ont plus de 80 ans, ceux qui ont des maladies dysimmunitaires sous traitement immunosuppresseur comme les corticoïdes ou d'autres, et ben ceux-là ils sont à risque de faire cet orage inflammatoire qu'on sait dans le deuxième temps et de faire la vascularite en fait, pulmonaire qui amène à la mort. Et ben ceux-là, une fois qu'on les a vus, qu'on sait que c'est ceux-là qui sont à risque chez le généraliste, on dit ben on va essayer d'éviter que ça arrive. Et pour éviter que ça arrive, et ben on va vous donner des anticoagulants, on va faire un test pour tester la coagulation. Ça va éviter les phlébites, ça va éviter les embolies pulmonaires, ça va éviter les infarctus cérébraux, ça va éviter les accidents cardiaques, ça va éviter les infarctus rénaux. On va leur donner de l'oxygène si jamais ils en ont besoin, et donc on va monitorer l'oxygène à la maison avec un petit instrument qui s'appelle la saturation, le saturomètre de pouls, et qui permet 0, t'es mort, 100, c'est normal, en dessous de 95, c'est pas normal, c'est la quantité d'oxygène que tu as sur les globules rouges. Et si tu as moins de 95, ben on te met de l'oxygène, et on sait le faire à la maison. Donc maintenant, le protocole, voilà, il est efficace, il est clair. Ouais, Alors ouais. que... La société de pneumologie de langue française a établi un protocole qui dit que juste à 94 de SAT et 4 litres d'oxygène, tu peux rester à la maison. Il s'agit juste que l'infirmière passe matin et soir, vérifie si tu es assez doté en termes de connaissances de culture médicale, bah, tu peux le prendre toi-même, la saturation. En fait, et regardez, il y a beaucoup de gens qui sont tout à fait capables de le faire. Et si tu arrives à moins de 94 de SAT et 4 litres, ou si tu es essoufflé, etc., et pouf, tu pars directement via une infirmière coordinatrice et un réseau de soins bien fait en ville vers un service Covid. Le fait de faire ça, en fait, juste ça, et les choses qu'on peut faire en amont, hein, du sport, être en bonne santé, bien manger, avoir de la joie, être en lien avec les autres. L'humain est un être de lien, un être d'amour très profondément. Il a besoin d'être avec les autres. S'il est tout seul, il dépérit, et on le voit, hein, les gens ils dépérissent. De manger correctement, on sait qu'aujourd'hui on a beaucoup de gens qui sont carencés dans notre système et dans notre monde, avec la malbouffe et notre mode de vie. Donc on a des carences en vitamine D, en vitamine C, en zinc. Ça fait des années et des années qu'on sait que c'est des facteurs de risque de faire des formes graves de maladies infectieuses. À tel point que l'Académie de médecine a dit elle-même au début du Covid, il faut vous recharger en vitamine D. Vous avez entendu parler dans les médias? Donc il faut vous recharger en vitamine D, en zinc, au moins ça. C'est des compléments alimentaires. Voilà. Vous pouvez aller chez votre généraliste pour le faire, mais ça pose aucun souci. Et il faut travailler tout ça. Pourquoi? Parce que l'immense majorité des gens qui ont fait ça à peu près ou qui le font même pas très correctement, et même des personnes âgées, hein, et ben, quand ils ont le SARS-CoV-2 dans le nez, ils sont asymptomatiques. 87% des gens qui ont un SARS-CoV-2 dans le nez sur le test diagnostic à la PCR, quel que soit ce test, vous savez qu'il est extrêmement favouille avec des cycle thresholds qui sont différents, des cibles génétiques qui sont différentes. 90% des tests voilà. positifs. 93 à 97% des gens, ils ont des formes bénignes ou asymptomatiques. C'est-à-dire ça va bien se passer pour eux. Bah, essayons d'être dans ces 97%, quoi. Et pas dans les 3% qui restent, qui vont faire des formes qui nécessitent une hospitalisation, de l'oxygène, voire qui vont aller en réanimation. Donc ça se travaille. Racontez-nous un petit peu comment vous avez appréhendé cette maladie inconnue. Finalement, on s'est retrouvés en mars, nous en deuxième ligne aussi à Marseille. Ça avait déjà commencé dans le Nord, dans le Grand Est, à Paris. Et puis nous, on attendait. On nous dit, il y a une vague qui va arriver, une vague terrible. Donc on était au bord de la plage avec notre planche. On va se dire, bon, ok, on attend, est-ce qu'on est prêt? Et si tu prends la réanimation que je travaille, on nous a prévenu une semaine avant que finalement, on allait faire partie de ceux qui allaient recevoir des Covid. Au départ, on était prévu comme, non, nous, on continue à faire la vraie vie habituelle. Et c'est les réanimations de centre-ville qui vont faire le Covid, et voilà. Et une semaine avant, on nous a dit, au fait, vous allez faire du Covid. Sandrine Viramus, qui est la responsable d'unité fonctionnelle, qui est le médecin responsable d'unité fonctionnelle, Sandrine, Joss, Martine, qui sont les infirmières anesthésistes du service,
Et tous les infirmiers et infirmières ont mis en place en une semaine une intelligence logistique qui est proprement époustouflante, qui est digne des militaires, si tu veux. C'est-à-dire que d'un coup, elles ont réussi à récupérer des seringues électriques, elles ont réussi à récupérer des respirateurs, elles ont récupéré des heures de travail d'infirmiers, etc., pour mettre en place le truc. Et on a été prêt en une semaine, qui est une réactivité géniale en fait. Hein. Et c'est pas que mon service, c'est-à-dire tout l'hôpital public, il est comme ça un peu partout en France. Hein. On se plaint souvent que ça ne marche pas et tout, mais c'est pas vrai. Hein. Ça marche super bien. On a des gens qui sont super. Il manque de matériel à certains endroits, il manque d'argent, il manque de soignants et d'argent, ça c'est vrai. Mais par contre, quand on s'y met, ça marche bien. Et donc on a été prêt, et on a été non seulement prêt, c'est qu'on on a regardé ce qui s'était passé ailleurs. C'est-à-dire qu'on a dit, mais comment ça se passe dans l'Est? Comment ça se passe en Italie, à Bergame, etc. On a commencé à passer des coups de téléphone. Et on nous a dit, il y a un afflux saturant de victimes. Ça veut dire, c'est plus que ce que vous savez faire. Vous allez avoir plus de patients que ce que vous avez d'habitude, et donc vous allez vous retrouver dépassé. Bon, comment on va gérer ça? On va le gérer déjà en amont. C'est-à-dire qu'avec les services Covid, on va discuter tous les jours. À midi et demi, on va faire une réunion. Et les services Covid, c'est les gens qui ne sont pas encore en réa, si tu veux. Ils ont de l'oxygène, mais ils sont malades, ils ont des formes un peu sévères, mais ils ne sont pas en réa. Ils peuvent s'en tirer comme ça, mais peut-être qu'ils peuvent passer en réa aussi. Et l'idée, c'était de dire, on ne va pas prendre tout le monde tout de suite. Parce que si tout de suite on prend les gens âgés, les plus graves, et qu'on remplit notre réanimation dès le départ, la cinétique épidémique, elle est sur 3 semaines. C'est-à-dire qu'on était en augmentation sur 3 semaines, à peu près de ce qu'on avait vu des autres. Et on a dit, mais le problème, c'est que les gens, quand ils rentrent en réanimation, ils restent 4 à 6 semaines. Donc si dès le premier jour, tu remplis ta réanimation, au bout de 3 semaines, quand tu commences à être dans le point d'inflexion de l'épidémie, là, tu peux plus prendre personne. Et donc tu vas devoir refuser des gens de 50 ans, des gens de 60 ans, des gens de 65 ans. Parce que tu as pris les plus graves et les plus fragiles au départ. Donc dès le départ, il faut mettre en place un système de triage. Ça, c'est dur à entendre pour les gens parce qu'ils ne se rendent pas compte qu'en fait, en réanimation, on passe notre temps à trier. À te dire, pour toi, la réanimation, ça ne va pas être utile. Parce que tu vas y perdre plus de plumes et tu vas mourir soit en réanimation, soit dans les quelques semaines ou les quelques mois qui viennent. Il faut que les gens qui rentrent en réanimation aient quelque chose de réversible. S'ils arrivent avec plein de maladies qui se sont accumulées et que c'est le bout de course de toutes leurs maladies, on ne reviendra jamais en arrière sur ces maladies-là. La réanimation, ça permet de gagner du temps. Les Américains, ils disent to buy time. On achète du temps à coup de respirateurs, à coup de noradrénaline, à coup des machines d'épuration extra-rénale. Mais on ne fait jamais que gagner du temps. Et on laisse le corps se défendre, on laisse la maladie se calmer, on laisse les antibiotiques, les antiviraux faire leur travail, et puis on passe un cap. Donc la réanimation, elle est faite pour passer un cap. Et donc on a discuté avec les services Covid pour dire, on va prendre tous les dossiers un par un, et on va regarder est-ce que ça vaut le coup. C'est difficile à arbitrer ça, c'est quelque chose où ça frotte quoi, à l'intérieur. Parce que tu te dis, mais est-ce que vraiment là, je fais le bon choix? Et donc c'est bien de le faire à plusieurs, c'est pas quelque chose qui se fait tout seul. Et on s'est tous mis autour de la table en fait. Et ça a soudé l'hôpital aussi, les médecins avec les réanimateurs, tous ensemble. Et à essayer de faire le mieux, en tout cas de faire le moins mal. Et de dire, mais on va pas dire toi tu rentres pas en réanimation, on va dire on te met sous le dessous de la pile, t'es pas prioritaire. 88 ans avec un traitement immunosuppresseur, un cancer métastatique, un Alzheimer en EHPAD. Non, en fait, c'est pas toi qui es prioritaire, quoi. On doit attribuer des moyens limités à une population qui est plus grande. Il faut faire un choix. Et on n'a pas de regret sur les choix. Moi, j'ai un seul regret. Une patiente de 80 ans, qui n'avait pas d'antécédents, qu'on n'a pas pris, et qui est décédée. Et où je me dis, est-ce que si on l'avait prise, elle aurait passé le cap et encore quelques années à vivre? Donc ça continue, ça te poursuit après, en fait, tu y penses encore. On en parle encore, même avec les médecins avec qui on a fait ce choix-là de triage, parce qu'il n'est pas du tout anodin. Voilà, enfin, donc ça m'émeut un peu de parler de ça. Hein. Et on prend les gens et on essaye de prendre soin d'eux. Comment on peut prendre soin d'eux? C'est d'essayer de d'abord ne pas nuire. C'est vraiment un principe à pas oublier en médecine et en réanimation proprement dite, parce que la réanimation, c'est une descente aux enfers pour les patients. D'avoir des tubes dans la gorge, un tube dans le cou, une cathéter artérielle, une sonde urinaire, une sonde gastrique qui rentre dans l'estomac, des scopes avec des bip bip toutes les 2 minutes dès qu'il bouge, un respirateur qui fait bip 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 chaque fois qu'il respire pas comme il faut. En fait, c'est une descente aux enfers. Dont tu vas sortir moins bien, tu vas perdre que ce que tu étais avant. Tu vas perdre des plumes. Et donc, il faut essayer d'éviter au maximum cette descente aux enfers parce que, en plus, plus tu mets de thérapeutiques de réanimation, plus elles ont des risques, plus elles ont ce qu'on appelle de la iatrogénie, c'est-à-dire des effets secondaires induits par les traitements que je mets en place.
Quand tu commences à endormir complètement quelqu'un avec des sédations très très lourdes, euh, par des morphiniques, des hypnotiques, et ben en fait ces morphiniques qui sont immunosuppresseurs. Donc ils vont faire qu'après tu vas peut-être faire encore une pneumonie nosocomiale bactérienne en plus de ton Covid, que tu vas te dénutrir, tu vas avoir du mal à assimiler la nourriture qu'on te donne. Pareil, tous ces tuyaux qu'on met, bah, ils risquent de surinfecter. Donc tu vas faire une infection sur cathéter, tu vas faire une infection urinaire sur la sonde urinaire. Et donc il faut essayer de mettre le moins de iatrogénie possible. Et dans cette maladie particulièrement, tu me demandais quel protocole on nous a donné. C'est pas la Haute Autorité de Santé ni rien, c'est les sociétés savantes. On en a deux en fait, la SRLF, la Société de Réanimation de Langue Française, et la SFAR, la Société Française d'Anesthésie et Réanimation, et qui sont chapeautés par des chefs de service parisiens souvent, ou qui sont des leaders d'opinion, euh, et dont il serait intéressant que les journalistes aillent voir s'ils ont des conflits d'intérêts avec l'industrie pharmaceutique, parce que la SFAR est une chance pour nous, elle fait des protocoles, elle nous aide au niveau juridique, enfin, c'est une société savante qui est très très active, mais elle n'est pas exempte de conflits d'intérêts, clairement. Donc, le protocole a été contre-productif, quoi, Ouais, qu'on et vous le a donné. protocole qui nous a été donné était, en fait, c'est très contagieux et il faut que les soignants se préservent. Et donc, il faudrait surtout pas que vous vous fassiez cracher à la figure, etc. Donc, mettez des masques FFP2, équipez-vous, mettez des combinaisons. Enfin, c'est allé jusqu'à une sorte de délire où on a dit c'est comme Ebola, quoi. Sauf que c'était pas Ebola. Il faut se protéger, bien sûr, mais il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes et des tonnes. Mais il y a des gens qui sont rentrés dans une sorte de paranoïa où ils en ont fait des tonnes, quoi. Ils avaient des espèces de masques, de plongée pour intuber, etc. Enfin bon, voilà, un masque FFP2, une visière ou des lunettes au-dessus, ça va. Il y a personne qui a été malade chez nous, et pourtant on a intubé des gens. C'était aussi le postulat qu'on ne peut pas laisser le malade vous crachouiller à la figure comme ça pendant des jours parce que c'est trop risqué. Donc il faut l'intuber tout de suite. Alors même qu'il n'y aurait pas forcément besoin, parce qu'on a d'autres techniques qui sont moins invasives, qui peuvent amener beaucoup, beaucoup, beaucoup d'oxygène, ce qu'on appelle l'oxygénothérapie à haut débit, c'est des lunettes d'oxygène où on peut aller jusqu'à 50 litres d'oxygène pur. On peut pousser très très loin l'oxygénation avec le patient qui reste réveillé, qui reste coopérant, qui continue à essayer de manger, qui continue à faire ce qu'il peut. Alors il en chie entre guillemets, c'est pas facile, mais au moins on va pas lui faire la iatrogénie de l'intuber, parce qu'une fois que tu l'intubes, pour qu'il supporte ça, eh ben, tu vas devoir le sédater. L'intubation elle-même et la ventilation mécanique, c'est-à-dire le respirateur qui sont au bout, ont toutes aggravé les patients. Ça, on s'en est aperçu très rapidement. Et avec les témoignages des autres réanimations du Grand Est, de l'Italie et du Nord, ils nous l'ont dit en fait. Quand on les intube, ils sont encore plus graves et on ne sait pas pourquoi, on ne comprend pas très bien. C'est pas un SDRA comme d'habitude, c'est pas une atteinte pulmonaire comme on a l'habitude. Effectivement, c'était différent, c'est une maladie qui est Donc, différente, vous c'est avez une changé le vascularité. protocole Et vous-même. donc, nous, on a nous-mêmes décidé de faire autrement. Par exemple, il n'y avait pas d'humidificateur réchauffeur sur les respirateurs. Ça fait que tu mets un petit filtre pour que l'air que respire le patient dans son tube d'intubation va être humidifié et réchauffé. Là, ils ont dit qu'il ne faut pas mettre les cocottes, qui sont des évaporateurs d'air chaud, parce que ça risque d'être trop humide et ça risque de faire des gouttelettes qui risquent de vous contaminer. Sauf que ça a fait des bouchons dans les sondes. Il y a des gens qui d'un coup se sont mis à s'étouffer sur le respirateur, qu'on n'arrivait plus à ventiler, qu'on a dû extuber en urgence et réintuber en urgence la nuit, parce que ça a été trop sec les sécrétions qu'il y avait dedans. Des trucs qu'on n'avait pas vu depuis 15 ans, parce que les humidificateurs réchauffeurs, maintenant, on les utilise tout le temps. Et donc on s'est dit, mais il ne faut pas faire ce qu'ils nous disent. On a remis des humidificateurs réchauffeurs. On nous a dit, il ne faut pas faire d'aérosols non plus. On a dit, bah si, on va faire des aérosols quand même, s'ils en ont besoin. Ils nous ont dit, il ne faut pas faire de cette oxygénothérapie à haut débit. Puis on s'est rendu compte qu'en fait, il y a des gens, quand on les laissait sous oxygénothérapie à haut débit, ça se passait bien. Ils n'étaient pas très dyspnéiques. Et en fait, il y en avait presque, même plus de 50% qui passaient le cap sans avoir besoin d'être intubés. Et puis en 5 à 10 jours. Beaucoup plus vite que les 4 à 6 semaines que je t'ai dit quand ils étaient intubés. Et donc ça permettait d'évacuer tout plein de patients pour en reprendre d'autres. Alors la question, est-ce que votre expérience de terrain, en quoi votre expérience de terrain a-t-elle pu faire changer les protocoles qui venaient d'en haut? On ne peut pas faire changer les protocoles qui viennent d'en haut. On est dans un système. Tu as essayé de faire changer un protocole de la HAS actuellement? C'est pas possible. Et je pense que le système pyramidal de la médecine, qui met en place des leaders d'opinion qui sont en fait paranoïaques, c'est-à-dire ils veulent imposer aux autres leur vision du monde, et ils sont pas capables de recevoir comment est le monde, et qui sont en plus des gens qui sont souvent plus vraiment sur le terrain, c'est-à-dire ils passent leur temps à publier des études, à être dans des congrès, des choses comme ça, mais ils n'ont pas de contact avec les patients, c'est-à-dire ou peu. Euh, Parce qu'ils sont pris soit par choix, soit parce que le système les met là-dedans. C'est-à-dire qu'ils sont pris dans le management, dans le recrutement d'infirmières, dans le fait de se mettre en conformité avec ce que demande la HAS. Il y a plein de raisons, si tu veux, à cette espèce de corruption systémique. C'est pas les gens individuellement qui sont profondément méchants, je pense. Il y en a peut-être, mais je crois pas. Je pense qu'il y a une sorte de présomption, d'orgueil, déjà, ça c'est clair et net. C'est-à-dire que tu ne vas pas recevoir d'un petit médecin au lit du malade comment il faudrait faire.
Il faut qu'il publie dans une étude randomisée, etc. Donc une sorte de dogme scientiste et qui voit la méthode comme le seul moyen d'aller vers la vérité et qui dit mais non, en fait, le contact avec le réel, ça, c'est pas un moyen d'aller vers la vérité. Sauf que moi, je pense que c'est pas vrai et que surtout en phase épidémique, si on parle d'épistémologie, hein, c'est comment on fait le savoir. En phase épidémique, toute la méthode de notre evidence-based medicine et de comment on fait les études, elle tombe, elle n'est pas efficace, elle ne marche pas. On a bien vu, en 3 mois, on n'a pas réussi à nous dire quel traitement antiviral pouvait fonctionner avec l'evidence-based medicine standard. Et par contre, là, on revient à les gens au lit du malade, ils te disent ce qu'ils vivent, et ça, c'est intéressant. Et on va confronter tous ces points de vue-là, et c'est intéressant. On a essayé de faire remonter ces idées-là. Je t'ai dit, on a fait des tutos, on s'est appelé entre médecins. Et il y a beaucoup de choses qui ont bougé. Finalement, il y a plein de réas qui ont bougé et qui ont fait les choses différemment et qui ont beaucoup amélioré la prise en charge. Et paradoxalement, c'est les réas les plus prestigieuses, entre guillemets, qui avaient le plus de matos, qui avaient les chefs de service les plus prestigieux, qui n'ont pas réussi à changer d'idée. Est-ce qu'il y a un moment, une période, un moment T où vous vous êtes dit non, stop, là il y a quelque chose qui... Ah bah, au bout de 2 jours, en fait. Au bout de 2 jours. Si tu as une maladie que tu connais pas, tu vas passer ton temps dans la chambre à essayer de comprendre, à regarder les bilans, à regarder comment est le respirateur, qu'est-ce qui se passe, à reprendre l'histoire. Il y a une curiosité en plus, il y a une espèce de saveur à découvrir quelque chose. Les médecins, ils aiment ça, de comprendre une maladie. Il y a un côté un peu stimulant. Et donc, tu vas passer des heures et des heures et des heures et des heures et des heures à lire, à compulser, à regarder qu'est-ce qui s'est fait ailleurs, à appeler des copains et à faire ça. Et donc, au bout de 2 jours, elle a dit, mais non, c'est pas comme ça qu'il faut faire, à l'évidence. Il y a des choses qui étaient justes, hein. Par exemple, mettre sur le ventre, c'est intéressant. Ça, c'était dit dès le départ. Anticoaguler, c'est intéressant. Et c'était dit presque dès le départ. La Société de coagulation française a mis en place des recommandations qui étaient extrêmement efficientes. Par contre, c'est la doctrine ventilatoire proprement dit qui était idiote à la fois en termes de pronostic individuel pour les patients, à la fois en termes de gestion de flux. C'est-à-dire qu'une fois que tu as rempli ta réa de gens qui sont ventilés, etc., sur le ventre, c'est daté lourdement, qu'en fait ils sont hyper graves et tu les as tous rendus hyper graves en faisant ça, bah, tu peux pas vidanger, tu peux pas prendre des nouveaux patients. Donc c'était idiot en termes de gestion de flux. Et donc on a changé notre fusil d'épaule. Et ça aussi où bah, finalement tous ceux qui ont voulu changer leur fusil d'épaule, en réa on fait bien ce qu'on veut. Hein. Si on voulait faire de l'hydroxychloroquine, on en faisait. La réa a cette chance, c'est que comme les patients sont très graves, globalement on fait ce qu'on veut. Donc on a une certaine liberté. Et la plupart des services ont affiné doucement le tir en 1 semaine à peu près et trouvé une façon de faire, et notamment dans tous les services périphériques de CHR, de centres hospitaliers régionaux, etc. C'est plutôt dans les zones où il y avait à disposition certaines techniques comme l'assistance respiratoire extracorporelle, l'ECMO, c'est-à-dire tu prends du sang, tu le fais passer dans une membrane de décarboxylation et d'oxygénation, il chante le poumon en fait, hein, et il repart dans le sang. Ça va, c'est un peu compliqué, mais ça sert à une sorte de poumon artificiel, si tu veux. Sauf que ce truc-là nécessite d'avoir des tuyaux gros comme ça, en fait, dans l'artère et dans la veine, et que ça provoque un nombre de complications très très important. Et que c'est une technique qui se développe depuis 15 ans, mais qui n'a pas montré, hormis chez des sujets très jeunes avec des formes très graves, où on n'a rien d'autre à se mettre sous la dent, qui n'a pas montré que ça améliore le pronostic. Pour le moment, c'est pas au point, quoi, on va dire, même si c'est séduisant. Sauf qu'il y a des services qui ont cette technique-là à disposition. Nous, par exemple, on l'a pas. C'est-à-dire qu'il faut qu'on appelle une autre équipe qui vient installer. Donc on va pousser très loin l'hypoxémie avec des techniques beaucoup plus standards. Et en fait, les patients, ils allaient mieux avec les techniques standards. Ceux qui ont l'ECMO, en fait, ils vont pas bien. Et, sauf que dans les services d'expertise de centre-ville où ils ont l'ECMO, bah, peut-être qu'ils l'ont mis un peu par excès, ou en tout cas ils sont restés dans leurs indications habituelles, mais il y a eu beaucoup de casses, quoi. L'autre chose que je peux dire, c'est que ces services parisiens, à leur décharge, ou bien on va dire de référence, c'est des gens qui reçoivent aussi les malades les plus graves. Et donc ils ont une létalité qui est plus importante que d'autres services, parce qu'ils ont aussi le recours de ce qui arrive ailleurs. Voilà. Mais donc à la fin, tu as une différence de létalité entre certains services, et je pense que c'est intéressant d'aller la regarder, mais c'est très difficile politiquement et en termes d'orgueil d'aller dire, mais attendez, vous avez 40% de mortalité, on a 13%, qu'est-ce qui se passe, quoi? Ça, c'est un dossier qui est super dur à ouvrir parce que tout de suite, on va buter sur des guerres d'ego, alors qu'en fait, non, ce serait juste essayer de faire un retour d'expérience qui bénéficie à tout le monde, et de... Voilà, il ne s'agit pas de dire vous êtes nul, on est bon, c'est justement de comprendre les différents déterminants. Ah ouais, vous avez des malades plus graves. Ah oui, vous avez fait telle technique. En fait, dans cette maladie-là, elle ne marche pas très bien ou elle a plein de complications. À partir de quel moment ou quel a été le moment qui fait que le docteur Louis Fouché est devenu un résistant au système? Ah oui, ça c'est encore autre chose. Et est entré en résistance, on va dire. Est-ce qu'il y a eu une accumulation de faits, une accumulation
de faits complètement contradictoires, de non-sens, qui ont fait qu'à un moment donné, il faut y aller, quoi. Il faut y aller, Ouais, il faut mais c'est prendre pas des lié à la risques, il faut pratique prendre... c'est pas lié à la pratique de la réanimation, enfin, Non, pas c'est pas lié à la directement. pratique, C'est je suis plutôt, d'accord. il y a eu Non, mais une c'est pour ça tension qu'on de sort. plus en plus croissante entre le discours et la narration officielle, médiatique et gouvernementale, en disant on va tous mourir, il y a plein de cas, il y a un déferlement de malades, c'est terrible et on meurt tous. Et puis nous, ce qu'on voyait dans le service, c'était que, bon, voilà, bon an, mal an, on y arrivait, les gens qui mouraient, c'était des gens qui, voilà, étaient très graves déjà avant, avaient plein de maladies chroniques. Bon, donc on trouvait pas ça fou, si tu veux. Alors c'est sûr que les hôpitaux étaient blindés de malades Covid, mais par contre, ce qu'on a vu aussi, c'est qu'on avait abandonné tout le reste en même temps, et que le reste de l'hôpital était vide. Ce qu'on était en train de faire pour le Covid, et pour des gens qui étaient quand même âgés avec des comorbidités, ben, c'était le prix à payer pour les autres allait être très très lourd. Parce qu'au bout de 3 mois où en fait tu ne reçois plus aucun infarctus, tu ne reçois plus aucune coloscopie diagnostique, tu ne reçois plus aucune leucémie, lymphome, etc. Tu dis mais ils sont où ces gens-là? Et tu te rends compte que ces gens-là, ils sont à la maison en train de trembler de peur, de longue devant BFM à se faire hypnotiser, et qui vont pas consulter. Et donc, ouais, ils ont eu un peu de sang dans les selles, ils ont des antécédents familiaux de polypes cancéreux du côlon. Bah, en fait, ils viennent pas faire leur coloscopie. Et en fait, il y a eu une diminution de plus de 90% des coloscopies diagnostiques pendant plus de 4 mois, quoi. Donc ils vont arriver à un stade où leur polype c'est devenu un cancer beaucoup plus gros. Et on aurait pu l'enlever par coloscopie, mais on va devoir leur faire une chirurgie, on leur ouvre le ventre et on leur enlève un morceau de tube digestif. T'as des gens qui arrivent avec des lymphomes, bah, au début c'était un petit ganglion, voilà, ils avaient un peu de fièvre la nuit, ils étaient fatigués, ils sont pas venus. On dit ouais, bon, ça va, je vais pas aller à l'hôpital, je vais me choper le Covid, ça va. Et en fait, ils arrivent 6 mois plus tard, et là, ils ont des ganglions partout, ils sont dans une forme extrêmement grave, et ils doivent se prendre une chimio à baston parce que c'est trop tard, quoi. Pareil pour les leucémies, pareil pour la plupart des cancers, pareil pour les infarctus, des gens qui ont eu mal dans la poitrine, et qui d'habitude t'as mal dans la poitrine, t'es coronarien, bah, t'appelles le SAMU, hop, on t'emmène directos dans un service qui te permet de réouvrir une coronarographie, c'est-à-dire on va aller regarder les artères du cœur, on va la réouvrir, on va enlever le petit caillot qui a bouché, on va mettre un gros ressort qui maintient ouvert, un stent, et hop, c'est reparti. Et ça marche super bien, et c'est un des miracles de la médecine moderne, on va dire. Et bah d'un coup, il y a des gens, ils ont dit, ah, j'ai mal à la poitrine, ça va passer. Et effectivement, ça passe. On a une idée du nombre de personnes qui sont décédées à cause de ces mesures, justement, par faute de soins Alors, ou par blocage. ouais, Ils n'ont pas eu accès aux soins. Est-ce c'est qu'on a intéressant. une idée un petit peu Les effets collatéraux, quoi, on des va effets appeler ça, collatéraux, hein. absolument. Les effets collatéraux, ils sont ce que je te dis, mais ils sont aussi psychiatriques, psychologiques, économiques, sociaux, etc., hein. Donc là, si on reste que sur le champ sanitaire, il y a aussi tout le côté psychologique, psychiatrique, avec le risque suicidaire, le risque de dépression, le risque d'état anxieux généralisé. Les chiffres, c'est ça qui est intéressant, c'est que on est dans une société qui devrait tout évaluer. C'est que chaque fois qu'on fait quelque chose, normalement, on te dit la qualité, la grande roue de l'amélioration de la qualité, c'est plan, do, check, act. C'est check, ça veut dire évaluer et ensuite faire un feedback et essayer d'améliorer les choses. Sont où les évaluations de tout ça? Il y a des évaluations en Angleterre qui montrent qu'il y a plus de 300 000 morts liés aux effets collatéraux du Covid, qui n'ont pas à voir avec le Covid. T'entends tous les jours dans les médias, enfin pas beaucoup dans les médias mainstream, mais dire ce serait bien qu'on sache qui est mort avec le Covid, qui est mort du Covid, qui est mort de autre chose que le Covid, pour essayer de faire la part des choses dans cette surmortalité induite. Parce que si la surmortalité, c'est les cancers, les infarctus, tout ce dont je t'ai parlé, c'est-à-dire qu'on a pris la proie pour l'ombre en fait. On s'est complètement gouré. Donc aujourd'hui, moi je ne sais pas te dire en termes de data stricte ce qui se passe, mais c'est quelque chose qui a été rapporté par tous les praticiens de terrain que je connais, en cancérologie, en chirurgie, Quelle est la chose qui vous a le plus révolté dans cette crise? la narration de la peur et de la culpabilité. Il y a une scansion traumatique, en fait, médiatique et gouvernementale, consistant à dire à tous les jours taper, tac, il y a tant de morts, il y a tant de cas, sans préciser ce que c'était que les cas, sans préciser ce que c'était que les morts, à maintenir les gens dans la peur, mais vraiment hein, de manière volontaire, dans une narration qui, moi, m'a rappelé ce qu'on fait en hypnose conversationnelle, donc des techniques de manipulation, on pourrait dire, qu'on utilise au bloc opératoire. C'est toutes les mêmes techniques. Et je me suis rendu compte que ces techniques d'hypnose qu'on utilise au bloc opératoire, mais de manière bienveillante, en respectant l'écologie de la personne, là, ils les utilisaient de manière malveillante, à des fins de prise de pouvoir. Et que finalement, on était face à des gens qui maintenaient le fait de te taper dessus tous les jours et de te menacer, et qu'on était comme mis dans la position d'enfant battu.
C'est-à-dire qu'à la fin, le père, il a même pas besoin de taper son enfant. Il lève juste la main. Vous risquez d'être confiné, hein. Oh là, ok, oui, on va se faire vacciner, hein. Et il n'y a même plus besoin de taper fort, en fait. D'autres techniques, donc ça, c'est l'idée du traumatisme pour pouvoir rentrer dans le cerveau de quelqu'un. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a plusieurs types d'inductions hypnotiques. Des inductions douces, lentes, basées sur des techniques utilisant le visuel, auditif, kinesthésique. Puis tu as des inductions brutales qui sont comme une agression en fait. Quand tu te fais agresser, en fait, tu es en phase d'hypnose. C'est-à-dire que tu es mis dans une situation où tu ne sais pas comment réagir. T'as pas été entraîné, si tu fais pas de Krav Maga ou je sais pas quoi, t'as pas été entraîné. Et donc, euh, tu vas te retrouver comme un lapin dans les phares. Et c'est l'autre, celui qui t'agresse, qui va te dire comment tu dois réagir. Et ça fait qu'il y a des gens qui se font violer, des gens qui se font agresser, et qui repensent après, qui disent mais j'aurais dû réagir. Et ils n'ont pas pu réagir. Parce qu'en fait, le fait de te mettre dans une situation complètement incongrue te met dans une situation où tu n'as pas de chemin synaptique qui permet de répondre. Et donc tu restes tétanisé. Et là, ça fait une brèche dans ton cerveau, et celui qui est en train de te raconter une histoire, il va pouvoir y mettre ce qu'il veut. On a déjà cette expérience. Tout le monde se souvient du 11 septembre 2001. Tout le monde se souvient des avions dans les tours. Et tout le monde a accepté ensuite qu'on lutte contre le terrorisme au prix d'avoir des caméras dans les rues, d'avoir des gens en armes avec un plan sentinelle ou je sais pas quoi, Vigipirate écarlate depuis 15 ans. On n'a jamais évalué combien il y avait réellement eu de morts par, même si c'est très triste, hein, je veux dire, mais combien il y avait réellement eu de morts par le terrorisme. Là, on t'a dit il y a plein de morts. C'est un virus qui vient de nulle part. On t'a mis dans la confusion. On t'a dit allez au théâtre. Non, finalement, masquez-vous, ne vous masquez pas. Tout ça, c'est à l'évidence des techniques de confusion qu'on utilise en hypnose. Et donc c'est ça qui m'a le plus choqué en fait, c'est de me rendre compte que le gouvernement, les médias, étaient en train d'essayer de nous hypnotiser. Alors au début j'ai pensé que c'était de la maladresse ou quelque chose qui était de l'incompétence. Puis petit à petit je me suis rendu compte que non, ça pouvait pas être de l'incompétence parce que c'était extrêmement tissé, filé, comme c'est mondial. Et puis il y avait vraiment une narration, une scansion, c'est-à-dire c'était pas un plan qui se déroulait sans comme ça. Et ça m'a posé une question, mais pourquoi en fait? Et je reste toujours sur cette question, pourquoi en fait? Pourquoi Karaba est-elle si méchante dans Kirikou? Pourquoi le gouvernement voudrait-il notre mal? Il y a plein de gens qui butent là-dedans quand je discute avec eux dans la rue et qui n'arrivent pas à aller au-delà de ce mur de verre-là. Qui restent sur, mais pourquoi en fait? Non, c'est de l'incompétence, ils ont peur du procès, etc. Moi je pense qu'on est dans un déferlement totalitaire, qu'il y a la mise en place d'une tyrannie progressivement, et c'est ça qui me choque le plus. Alors, ouais, la France était peut-être devenue un pays ingouvernable, c'est ce qu'on disait souvent ces dernières années, etc. Mais est-ce que la réponse, c'est d'installer un ordre tyrannique, technosanitariste, qui nous emmène doucement, doucement vers le transhumanisme mondialisé souhaité par les Laurent Alexandre, les Attali ou tout ce que tu veux? Moi, ça me fait froid dans le dos, et ça résonne sur des choses qui existaient déjà en médecine avant. En médecine, ça fait des années qu'on nous parle du virage numérique. Et tu vois dans nos services, plein d'ordinateurs, de l'investissement dans des logiciels, dans des trucs, et plus de soignants. Mais qui c'est qui soigne? C'est les gens, c'est les humains. C'est pas des ordinateurs, c'est pas des logiciels. Et donc c'est ça qui me choque le plus en fait. C'est qu'on se laisse emmener vers ce bout du chemin qui n'est pas souhaitable en fait, et qui ne profite pas à la santé des gens. Qu'avez-vous appris de cette situation et comment va-t-on en sortir? Alors en termes sanitaires, c'est une infection virale, ça passe quoi. Je veux dire, y a pas de- en termes de volume, il faut regarder en face la réalité. Les gens ils sont tétanisés de peur face à ce virus, mais en termes de létalité, de mortalité, c'est faible en fait. On est entre la 9e et 15e épidémie en termes de volume depuis 1945. Il y a 0,05% de mortalité, 0,5% à l'IHU, jusqu'à 2% de létalité en France. Ça aussi, on devrait ouvrir ce dossier-là, hein. Le dossier de la différence Bah entre ouais, pourquoi à l'IHU? Qu'est-ce Marseille qu'ils font de manière si différente à l'IHU de Marseille chez Raoult pour qu'ils aient 0,5% de létalité versus 2,3% sur France entière? Qu'est-ce qui est si différent? Et bon, c'est une vraie question. On peut faire un retexte là ou pas? On peut essayer de voir. C'est pas dire il y en a qui sont meilleurs que d'autres ni rien. C'est peut-être qu'ils ont trouvé des solutions qui sont intéressantes et dont les autres peuvent profiter. Euh, donc oui, je pense qu'il faut souffler un grand coup quoi. Et s'il y a des épidémies les unes derrière les autres, bah, je pense qu'on va s'affiner, on sait de mieux en mieux faire. Par contre, il faut laisser faire, il faut laisser les médecins prescrire, hein. Faut utiliser la médecine générale, il faut parler de ce que je t'ai dit sur un protocole ambulatoire des patients, utiliser les protocoles ambulatoires comme le disent les frontline critical care doctors américains,
qui parle de l'ivermectine, qui parle de protocole précoce en fait. Il faut affiner la filière de soins, améliorer la vidange des services de réanimation. Il faut peut-être augmenter la plasticité des services de réanimation, comme en Allemagne, où ils sont capables de déployer des lits de réanimation, puis de les fermer de manière assez souple. Nous, on n'est pas capable de ça. On a une trop grande rigidité administrativo-technique, on va dire, de technocratie administrative. Donc ça, au niveau sanitaire, on va y arriver, il n'y a pas de difficulté, quoi. Par contre, c'est au niveau socio-culturel, là, ça, c'est beaucoup plus lourd, là. Là, on est très malade. On est très malade parce que pour moi, l'épidémie, elle se déplie en un problème sanitaire, puis un problème social, puis un problème financier, puis un problème démocratique, puis un problème culturel, un problème artistique. Les artistes sont tous en train de mourir, on est en train de tuer la culture. Un problème scolaire sur l'enseignement. Qu'est-ce que c'est l'enseignement? On peut faire à distance, l'université, etc. Non, comment ça allait bien ou mal déjà à l'école avant? C'était déjà pas très malade. Un problème sur la violence légitime, les policiers. Donc, tu vois, toutes les crises sont imbriquées, elles étaient déjà là. Et on arrive à un point d'orgue. Un point d'orgue, moi j'ai dit dans certaines interviews que c'est comme à la fin d'un morceau d'opéra ou d'un concert. À ce moment-là, tous les chœurs reprennent tous les morceaux, toutes les parties du morceau. Et ça fait presque une cacophonie, c'est hyper fort. Ils chantent comme ça dans l'opéra. Puis t'as juste une toute petite flûte traversière qui joue les 7 notes de base du morceau. Puis il y a un moment où le chef d'orchestre fait ouf, et là ça s'arrête. Il reste plus que les 7 notes qui rejouent une dernière fois. Et ça c'est le début des possibles. Pour moi on est là-dedans. On est dans un effondrement. Et là je rejoins les collapsologues. Moi je suis plutôt collapsonaute. Je navigue l'effondrement si tu veux. Je l'étudie pas, je le navigue, je le vis. On est dans un effondrement, et cet effondrement, il est nécessaire et utile. Notre système va pouvoir faire autre chose. C'est cette autre chose et cet autre bout du chemin qu'il faut discuter. Est-ce qu'on veut le grand reset de Klaus Schwab et être dans un système d'économie mondialisée avec une crypto-monnaie dans lequel on a un revenu universel qui n'est pas le salaire à vie de Frio, qui est bien différent et qui fait de toi un esclave à l'infini des puissances financières? Mais on aura optimisé ton expérience utilisateur de la vie, tu seras dans le confort, la sécurité. Si tu as le bon abonnement. Il y a un hold-up du contrat social. Il y a un rapt du contrat social unilatéral. C'est pas normal. Enfin, en tout cas, moi, c'est pas le monde dans lequel je souhaite vivre. Je souhaite plutôt plus de liberté, de fraternité, de remettre les gens en lien, de réfléchir à la chose commune. Et tout est prêt pour ça, en fait. Déjà des gens qui font des écolieux, des gens qui s'occupent de la nature, déjà des gens qui réfléchissent sur ce qu'on appelle les communs. Il y a déjà sur d'autres façons de réfléchir au système monétaire, sur la médecine préventive et intégrative. En fait, tout est prêt, si tu veux. Et donc, le grand arbre n'a qu'à s'effondrer pour qu'enfin il y ait de la lumière dans la forêt et que les petites pousses puissent se mettre à pousser. Donc, moi, j'ai plein d'espoir, je suis plutôt joyeux. Mais je pense qu'il y a des gens qui iront quand même vers ce totalitarisme technosanitaire mondialiste, qui leur paraîtra confortable. Mais voilà. Et l'autre chose, comment on peut en sortir? Moi, je vois d'un côté cette tyrannie qui cherche à s'installer, et de l'autre côté, et qui est extrêmement violente. C'est-à-dire qu'on va te faire un passeport vaccinal et tu auras le droit d'aller chez le boucher si tu es vacciné ou pas. Pardon. On met à genoux les entrepreneurs, on met à genoux les artistes, on met à genoux tout le monde pour qu'à la fin les gens en aient tellement marre qu'ils disent c'est bon, vaccinez-moi, j'en peux plus quoi. Et c'est déjà le cas. Il y a des infirmiers dans le service, les seuls qui veulent se faire vacciner, c'est pas qu'ils pensent que c'est utile l'ARN messager ou que c'est pas dangereux, c'est parce qu'ils en ont marre et ils disent si ça me permet de revenir à la vie normale, ça va. Ce que je pense, c'est que la plupart des gens espèrent encore qu'ils reviendront à la vie normale. Mais non, en fait, cette crise est là pour que ça s'effondre en fait. Elle est nécessaire. Et donc c'est extrêmement violent ce qu'on est en train d'imposer. Et face à la violence, c'est ce qu'on appelle la violence mimétique chez René Girard, qui est un penseur de la violence justement. Et il dit que la violence amène la violence, quoi, si tu veux. Et donc en face, il va y avoir un déferlement de violence. Et on a déjà eu. Les gilets jaunes pouvaient en être un prémisse, si tu veux. Moi, j'espère qu'il y a une troisième voie en fait, qui est celle de la non-violence et de la paix. Et la non-violence et la paix, c'est pas l'idée de se faire taper dessus, de tendre la joue gauche quand on t'a tapé la joue droite et de dire ah oui, excuse-moi. Non, non, c'est l'idée de tenir le rapport de force. Et tenir le rapport de force pour faire jaillir un dialogue, éventuellement. Et donc rentrer dans une sorte de diplomatie entre vivants sur la Terre. Ça, j'invite les auditeurs à regarder Baptiste Morisot, quoi, c'est un philosophe qui parle de ça, de la diplomatie de tous les vivants dans un espace, la diplomatie avec les fourmis, les loups, les humains entre eux. Et en fait, les rapports, c'est pas juste être en conflit ou être en paix. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça, beaucoup plus subtil, comme tous les rapports diplomatiques. Il y a des conflits, il y a de la tension, il y a des rapports de force, il y a de la coopération, il y a de l'amitié, il y a de l'amour parfois, et il y a du conflit ouvert.
Bah là, c'est pareil dans notre vision du virus. Si on reste dans une vision où on est en guerre contre un virus et dont il faudrait qu'on se protège en permanence, en ayant des masques, en étant enfermé, en ayant un vaccin tous les 3 mois comme du bétail, bah on reste dans cette vision saut XXe siècle de l'immunité, quoi, où il y a des pathogènes et nous qui devons nous prémunir. C'est pas ça, hein. La réalité de toute la science de ces 35 dernières années, c'est de montrer qu'il y a un microbiote en toi avec lequel tu vis, qu'en fait on est chargé de virus qui passent leur temps à te traverser et que c'est de l'information qui te traverse, qui peut te laisser complètement anodin si tu es déjà bien individué. Mais qui par contre, si t'es pas bien individué, va chercher à te mettre en mouvement pour que tu t'individues. S'il y avait une chose à retenir de cette épidémie, s'il y avait une parole, un visage, une situation, ça serait quoi? Il y a un appel à la résistance en fait. Il y a un appel qui était déjà là, qui a été lancé plusieurs fois, mais bien avant le Covid. Il dit mais il y a quelque chose qui ne va pas dans notre système. Lève-toi et fais ce qu'il y a à faire. Comme Samuel, comme Zachée, comme plein de dans l'histoire biblique, dans plein d'histoires, on reçu l'appel et on fait semblant, on dit non mais je vais retourner dormir. Jusqu'à ce que l'appel y revienne, et jusqu'à ce qu'ils disent mais là je peux pas faire autrement en fait. Pour tout te dire, moi je pensais partir vivre dans le Haut-Languedoc et faire de la permaculture bio à mi-temps et être anesthésiste à mi-temps pour mettre du beurre dans les épinards. Euh, et je l'ai pas fait et je suis ici et maintenant parce que je pense qu'il n'y a rien de plus utile ici et maintenant. J'ai rien à gagner, j'ai tout à perdre vis-à-vis de l'ordre des médecins, vis-à-vis de ma carrière, vis-à-vis de mes pairs. Et donc cet appel, il dit abandonne tout en fait et accepte d'aller vers autre chose. Et cette autre chose, il est extrêmement savoureux. J'ai jamais été aussi joyeux, j'ai jamais rencontré autant de gens, j'ai jamais rencontré autant de visages, comme tu disais, de résistants qui souhaitaient un monde meilleur et le bien commun. Et en face, je vois plutôt des gens qui ont peur, des gens qui sont dans la culpabilité, des gens qui veulent pas regarder la réalité en face, parce qu'ils ont peur de se faire éjecter du système. Sauf que ce qu'ils comprennent pas, c'est qu'ils vont être éjectés du système, quoi qu'il arrive. Ils vont être emportés comme des fétus de paille dans le déferlement totalitaire. Et donc, je crois que cet appel, bah, ceux qui l'entendent, et ce sera peut-être que 20% de la population, hein, je me souviens de l'expérience de H, quoi. T'as 3 lignes sur une feuille, puis une ligne sur une autre feuille, et puis on demande aux gens, mais lesquelles sont pareilles? Bon, évidemment, c'est celle-là, hein. Mais tu mets 2 gars en blouse blanche qui disent non, non, c'est celle-là. Et ben en fait, t'as 80% des gens qui vont dire ouais, ouais, c'est celle-là. Et là-dedans, il y en a qui y croiront dur comme fer, encore plus que les acteurs que t'as mis, et qui vont le défendre, seront hypnotisés complètement. Puis t'en auras toute une portion qui dira ouais, j'ai dit ça parce que je voulais pas bon, discuter pour des lignes. Ça va, j'allais pas me prendre la tête, quoi. Mais je savais bien que c'était celle-là. Puis il y en a 20% qui eux disent quoi qu'il arrive. Mais non, c'est celle-là en fait. Vous dites n'importe quoi. Et ils appellent ça les gardiens. Bah, je crois qu'on fait partie des gardiens en fait. Et les gardiens au début ils se font taper dessus. Et à la fin, ils gagnent. Donc il n'y a qu'à attendre, rester groupés, comme un pack en rugby, comme dans la route du contrevent de Damasio. Des gens qui marchent à contrevent comme ça, avec des morceaux de pierre qui leur viennent dessus, comme le Mistral quand finit pas à Marseille. Et ça va poncer jusqu'à l'os, le plus beau d'eux-mêmes. Bah, voilà, je crois que c'est ça qu'il faut faire. Il faut rester groupé, souffler sur les braises de ceux qui ont un doute. Ceux qui veulent rester hypnotisés, ils resteront hypnotisés. Et j'ai envie de dire, tant pis, en fait. La chance leur a été donnée. Ceux qui pensent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ils peuvent mettre un nom dessus et ils n'ont pas besoin d'aller trop loin. Il n'y a pas besoin de penser que ça commence, je veux dire, à l'école, en fait, de penser que tes enfants ne doivent pas avoir un masque. Ça n'a aucun sens. Ni scientifique, ni social, ni... Et puis la balance des bénéfices et des risques dit que non, ils ne doivent pas avoir un masque. Donc ça commence là. Et c'est ça dont il faut s'occuper. Et puis après, aller s'occuper des grandes puissances d'argent multinationales, de Bill Gates et tout. Ouais, on verra, quoi. Il y a peut-être d'autres gens qui s'en occupent et chacun son niveau, quoi. Tu répondrais quoi à des gens qui me disent bah, attendez, la seconde vague, tous ces grands médias qui n'arrêtent pas de nous parler de la seconde vague, Ouais, une alors troisième vague maintenant. on a de la chance d'avoir la réalité de terrain. C'est-à-dire que si je prends moi à Marseille, il y a eu une deuxième épidémie. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il y a à nouveau eu des patients qui rentrent en réanimation en service Covid. Mais de manière plus lente, plus échelonnée et moins importante en termes de volume Et c'était bien les Covid. immédiat. C'était un SARS-CoV-2 différent en termes de variants et c'était un tableau clinique un peu différent. C'est-à-dire que probablement la gravité était un petit peu plus importante et la nécessité de recours à une ventilation mécanique invasive, c'est-à-dire intuber les gens, leur mettre un respirateur versus oxygénothérapie au débit, était un peu plus importante. Et donc pour moi, il y a une deuxième épidémie, si tu veux. J'ai vu une deuxième épidémie dans la réalité de ce que j'ai vécu. Mais j'ai vu une deuxième épidémie mieux gérée, avec un maintien des soins habituels mieux fait, moins de dommages collatéraux, un affinement de notre pratique, euh,
En revanche, sur les patients eux-mêmes, moi, j'ai pas perçu de différence. J'ai eu des malades qui étaient très graves avant, qui avaient déjà beaucoup de comorbidités. Certains de mes collègues ont dit en centre-ville, non, il y a des jeunes, etc. Je vois pas statistiquement, moi, c'est pas ce que j'ai constaté, et je vois pas statistiquement que ce soit vrai. Donc, je pense que c'est des collègues qui ont un biais de recrutement, qui ont le regard braqué sur leur réanimation de centre-ville, où ils ont le recours. C'est-à-dire, ils prennent des malades qui sont plus précieux, entre guillemets, que les autres. Mais j'ai pas constaté que ce soit vrai qu'il y ait plus de malades jeunes. Après, sur la troisième épidémie, bah là, on est à l'Agachon, on attend, on est encore au bord de la plage en train d'attendre. Je te dis, pour le moment, c'est pas arrivé réellement chez nous. Et est-ce que ça va avoir lieu? Bah voilà, hier, tu m'as demandé, hein, j'étais de garde, il y avait 4 places dans le service. On avait préparé des places, il y avait 4 places dans le service enfin, dans l'unité de soins continus qui est contiguë, qui fait partie de notre service. Bon, on est prêt en fait. Et, voilà, il n'y a pas d'angoisse quoi. Faut juste être pragmatique. Moi, ce que je regrette, c'est que les filières de soins en amont et les façons de soigner soient pas correctement faites. Parce que pour moi, elles sont pas bien posées. Alors même que tout ce que je t'ai décrit sur la filière de soins bien posée, elle diminuerait la valeur. On pourrait dire, bah, ouais, il n'y a pas de troisième épidémie, quoi. Donc tu as des petits chocs répétés. Moi, on les appelle vagues, épidémies, ça fait très peur, hein. Mais c'est des petits chocs répétés sur un système qui n'est pas résilient, qui n'est pas capable de s'adapter aux chocs. Et, euh, et avec des gens qui sont fatigués. Mais c'est tout, hein. Mais ça va, nous, l'ambiance est bonne, hein. Et sinon, tu aurais envie Est-ce qu'il y a une question qu'on t'a jamais posée à laquelle tu serais, enfin, tu vois, euh, à laquelle tu aurais aimé répondre? Ouais, ouais, moi j'aimerais bien questionner le rapport à la technique de notre humanité et à la remédiation technique. Comment je peux poser ça en quelques phrases? Euh, L'humain est un être qui souffre et il est fragile depuis qu'il est tout petit et qu'il sort du ventre de sa maman jusqu'à tout vieux et tout fatigué. Et pour cette souffrance, on l'accompagne. On l'accompagne de manière technique, c'est la médecine, les médicaments, la réanimation, ce que tu veux. On l'accompagne de manière sociale, des humains qui se serrent les coudes entre eux quand il y en a un qui va pas bien. Et puis de manière symbolique. Est-ce que ça veut dire quelque chose, cette souffrance, cette maladie, cette mort? L'hyperinflation de la remédiation technique a désinvesti les champs sociaux et symboliques. Ça ne veut plus rien dire d'être malade. Il faut juste passer au stand. Ça ne veut plus rien dire de mourir. À tel point qu'on ne t'enterre même plus pendant le Covid. Que les gens n'ont plus de cérémonie. Au niveau social, tu veux aller voir tes proches? Non, non, il faut bosser. Il n'y a pas d'arrêt de travail si tu es malade. Si les autres sont malades. Pour accompagner ta vieille maman ou je sais pas quoi. C'est pas fait pour en fait. Ça devient très difficile, ça te met en tension en tout cas. À l'inverse, si tu prends les gitans à Marseille, mais ils viennent à 200 quand il y en a un qui est malade. Ils sont à 200 dans le couloir. Ça, c'est admirable. Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours impressionné, en fait. De me dire, mais c'est génial, quoi. Eux, enfin, ils prennent le temps de prendre soin de celui qui va pas bien. Bah, et si on prenait soin de celui qui va pas bien, en fait, vraiment, au niveau social, au niveau symbolique, et que la technique, on la mette à sa place. Parce que c'est pas parce que tu as eu un respirateur, de la noradrénaline, que tu souffres pas. C'est pas vrai, c'est une illusion. C'est pas parce que tu vivras jusqu'à 98 ans avec des dents toutes blanches comme un Américain et étant passé au stand toute ta vie de la remédiation technique sanitaire, que tu seras heureux et que tu ne seras pas en souffrance. Donc en fait, pour moi, c'est une voie de garage, cette idée de la remédiation technique à l'infini. Votre mot préféré, c'est quoi? Les gens souvent ils entendent concaténation, c'est le fait de mettre ensemble des choses. Et en fait, pour moi, c'est important. La clé de cette histoire, c'est de mettre ensemble les gens. Comme je t'ai dit tout à l'heure, de souffler sur les braises de tous ceux qui ont un doute et de les faire venir ensemble. Et que de ce nous, qui a un sens, puisse émerger des jeux, des étincelles individuelles qui portent plein de choses géniales. Un nouveau système d'agence France-Presse, un nouveau système de soins et de médecine, un nouveau système, d'autres façons d'envisager la politique et le bien commun. Euh, donc ouais, mettre en lien, ouais. C'est intelligence, hein, c'est intelligere, quoi. Créer des liens entre les gens. Euh, mais je pense qu'il y a besoin d'une pratique, au-delà de toutes les projections qu'on peut faire. C'est juste revenir ici et maintenant. Et c'est une des chances du Covid. Ça nous ramène ici et maintenant. Tu peux plus projeter à 3 mois, est-ce que tu pourras partir en vacances? Tu peux plus projeter à 1 an si tu vas pouvoir acheter une baraque. Tu peux plus projeter rien du tout, en fait. Tu es tenu de revenir ici et maintenant. Hic et nunc. Et le présent est la porte. La pratique est la clé. La clé pour ouvrir la porte du présent et aller vers le bonheur intégral. J'ai jamais été aussi joyeux qu'aujourd'hui. Cette résistance, elle a permis de transformer la colère en courage,
de transformer la peur en prudence, et tout est parfait. Et il y a encore du travail. Il y a une chose que j'arrive pas à comprendre. Comment il n'y a pas plus de scientifiques quand même qui se soient indignés, qui soient montés au créneau après le scandale du Lancet, ensuite celui du Remdesivir pour moi qui est un scandale mondial, et surtout sur l'origine du virus, dont tous les scientifiques, même les médecins les plus, enfin voilà, généralistes, nous disent tous oui, ce virus n'est pas vraiment, n'a pas un comportement d'un virus naturel. Et comment expliquez-vous ce cover-up un petit peu de cette information sur ce fameux virus? On a l'impression que personne n'a vraiment envie de savoir. Sur la problématique focale du virus, je pense qu'il y a beaucoup de gens en médecine dont c'est pas le champ. Moi, je suis réanimateur, par exemple, je connais rien de l'ingénierie virale, a priori. Je connais plus grand-chose de la génétique, parce que on l'oublie, en fait, au fur et à mesure de sa pratique, et que la pratique médicale, pour le champ des médecins, hein, aboutit à une hyper spécialisation. C'est-à-dire qu'à la fin, tu es un spécialiste de la ventilation à tant de millilitres kilo de tel type de maladie du poumon. Et tu n'as plus aucune connaissance là-dessus. Donc, si on prend que les scientifiques qui sont en charge de l'ingénierie virale euh, et en charge des recherches dans les P3 et les P4, je pense que déjà ils naviguent dans un monde sulfureux, euh, puisque ils sont sans cesse potentiellement sous le feu de la critique. CRISPR-Cas9, qui est un des outils de ciseaux-génétique, avait déjà donné lieu à un moratoire des scientifiques, à des problématiques éthiques très importantes. Donc il y a beaucoup de gens qui voient comme des empêcheurs de tourner en rond ceux qui proposent des problématiques éthiques. Je pense qu'il y a aussi le fait qu'eux-mêmes sont hyper spécialisés et que dans le fin fond de leur laboratoire, à utiliser des ciseaux génétiques pour fabriquer quelque chose, une chimère virale, ne se rendent pas très bien compte de ce à quoi elle peut servir. Euh, je pense qu'il y a un aveuglement volontaire de la société sur les utilisations potentiellement délétères de ce genre de choses-là. Si tu vas voir des militaires, ils n'ont pas de problème à envisager l'hypothèse du bioterrorisme, en fait. Ça fait partie de leur schéma. On a inventé la bombe nucléaire, on a inventé des kalachnikovs qui tirent en rafale, je sais pas combien. Bon, oui, si on s'est inventé un virus qui sait tuer des gens, ma foi, pourquoi pas, c'est une arme comme une autre. Donc là, chez les militaires, il y a pas de tabou là-dessus, si tu veux. Par contre, chez les scientifiques, ah non, ça serait se salir les mains que de commencer à dire que éventuellement ça pourrait être utilisé à mauvais escient. Euh, donc voilà, c'est peut-être les éléments que je peux essayer de trouver. C'est une sorte de prolétarisation euh, par l'hyperspécialisation. C'est-à-dire à la fin, tu n'es plus capable de regarder à grande échelle ce que tu es en train de faire. Tu es juste pris dans essayer de démonter les mécanismes de comment insérer très précisément S2 à côté de S1 pour qu'il ouvre une neuropiline. Et tu sais même peu à quoi ça sert. Tu te dis, oui, oui, c'est pour faire une meilleure clé d'entrée d'un virus. Puis si ton chef de service t'a dit, c'est pour faire un vaccin, c'est pour faire je sais pas quoi, oui, oui, t'inquiète pas, bah, toi t'es un thésard, tu vas le faire, et puis c'est comme ça, quoi. Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que euh, il y a des enjeux financiers importants, et que finalement, qui est-ce qui décide à la fin si on parle d'un sujet? C'est pas le scientifique lui-même, c'est le système de publication scientifique. Et ce système de publication scientifique lui-même, il est possédé par des majors de l'industrie pharmaceutique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a un problème avec la publication scientifique et avec l'établissement de la vérité en science. Elle est dans les mains de puissance d'argent. Et ça, c'est un vrai souci. C'est un vrai souci qui n'est pas nouveau. Kamran Abbasi l'a dit là, dans le BMJ, dans le British Medical Journal, il a dit COVID-19, politicization, corruption and suppression of science. Donc corruption, politisation et suppression de la science. Hein. Voilà, on a supprimé la science, quoi. On n'a plus cherché à comprendre. On a cherché à te fourguer du remdesivir, on a cherché à te fourguer un vaccin, mais on a cherché à comprendre vraiment ce qui se passait. Euh, et c'est pas le premier à l'avoir dit. Avant lui, il y avait Richard Horton, le patron du Lancet, le patron du New England. Et donc ça fait des années et des années qu'on sait que ce système n'est pas viable. Et tous les scientifiques et tous les médecins aussi, les médecins c'est une toute petite branche de la science, hein, qui est en fait très artisanale et qui fait semblant de faire de la science, savent que ça c'est pas un système vertueux
Et donc, il y a des alternatives qui se mettent en place progressivement. L'idée des préprints, d'abord. L'idée ensuite de certaines revues qui sont indépendantes de l'argent des multinationales du médicament. On a la revue Prescrire en France, mais il y a d'autres revues internationales qui se sont mises en place progressivement. Et puis aujourd'hui, même la recherche participative, quand l'IHU met en open source l'ensemble de son set de données sur le Covid, en fait, c'est complètement révolutionnaire en fait, en termes de création du savoir. C'est-à-dire, il permet à n'importe quel chercheur d'aller faire un article à partir de leur set de données. Ça, c'est une révolution. Et donc, encore une fois, moi, je suis quelqu'un d'optimiste et je pense qu'on est arrivé au bout d'un système qui ne peut que s'effondrer et aboutir à quelque chose de meilleur.